Une nuit, un message a fait sauter une routine diplomatique. Sans médiation ni protocole, la décision circule plus vite que l'institution, et l'absence d'explication amplifie le choc. Que doit prévoir le public et Ibrahim Traoré quand le silence gouverne? En moins de 48 heures, Washington laisse un vide de gouvernance, Pretoria transforme la stupeur en stratégie, et les autres capitales observent sans commenter. Pendant ce temps, les marchés deviennent le premier baromètre. Les hypothèses remplacent les faits et l'architecture multilatérale apparaît soudain révocable, non par son contenu, mais par le vide qui l'entoure. Ce récit promet une lecture froide et séquencée d'un basculement né d'un seul geste numérique, sans dramatisation inutile, ni spéculation gratuite. L'objectif est clair, aider le lecteur à anticiper risques concrets, coûts immédiats, opportunités réelles, en suivant la chronologie plutôt qu'en cherchant des intentions cachées. Ce choix méthodologique importe, car dans un environnement accéléré, la vitesse de circulation de l'information pèse autant que son contenu. L'enjeu dépasse largement l'incident initial. Il touche la crédibilité des engagements, la stabilité des marchés et la capacité des institutions à reprendre la main quand le tempo s'emballe. Comprendre ce qui se joue ici permet de distinguer un choc symbolique d'un signal systémique et d'évaluer à quel moment une rupture devient structurante. Cette distinction conditionne les décisions publiques comme privées, du calibrage diplomatique à la gestion des chaînes de valeur. Un fil simple guidera l'analyse. Suivre les faits, isoler 3 signaux mesurables, puis relier ces signaux à leurs effets politiques et sociaux. Un micro-détail, souvent négligé, servira de clé de lecture. En moins de 48 heures, l'absence de parole officielle transforme un acte isolé en signal systémique. Ce délai court suffit à déplacer le centre de gravité. L'événement n'est plus géré par des procédures, il est interprété par des acteurs multiples, chacun comblant le vide à sa manière. La clé de lecture se situe précisément là. Dans la plupart des crises diplomatiques, l'impact initial est rapidement absorbé par des communiqués, des appels correctifs, des notes explicatives. Ici rien, les ambassades rafraîchissent leurs écrans, les agences cherchent un cap, mais aucun centre ne parle. Ce silence n'est pas neutre. Il accélère la circulation des hypothèses et donne à la forme du geste une portée doctrinale. L'impulsion remplace la procédure et le tempo politique prend de l'avance sur l'appareil institutionnel. Le contexte global éclaire cette dynamique. Depuis plusieurs années, la diplomatie se joue davantage sur la perception et la vitesse que sur l'accumulation patiente de règles. Dans cet environnement, un message bref peut produire des effets disproportionnés, non par son contenu, mais par le vide qu'il crée autour de lui. Ce vide agit comme un multiplicateur. Il invite les marchés à anticiper, les partenaires à recalculer et les observateurs à tirer des conclusions structurelles avant toute confirmation. Dans ce cadre, des capitales réagissent différemment. À Washington, des diplomates chevronnés, habitués à traduire l'imprévisible en langage institutionnel, se retrouvent relégués au rôle de témoins. À Pretoria, la stupeur initiale cède rapidement la place à une lecture stratégique. Attendre une clarification externe devient un risque en soi. Ailleurs, l'épisode est observé comme un précédent. Pour des dirigeants attentifs aux rapports de force mouvants, dont Ibrahim Traoré, la séquence agit comme un avertissement. Si une relation présentée comme stable peut être suspendue par impulsion, alors aucune architecture multilatérale n'est totalement protégée. Ce mini-révélateur prépare la suite. Il explique pourquoi l'attente cesse d'être une option viable et comment un silence initial peut redéfinir à lui seul la trajectoire d'une crise. 2 types d'acteurs émergent dès les premières heures comme révélateurs du choc. Le premier se situe du côté américain. Des diplomates expérimentés, rompus à la gestion de l'imprévisible, cherchent à transformer l'événement en langage institutionnel. Habituellement, ce travail amortit la surprise et redonne une trajectoire lisible. Cette fois, il échoue. Sans note, sans directive, sans correctif public, ces intermédiaires ne traduisent plus la décision. Ils l'observent. Cette neutralisation est rare. Elle signale une perte d'initiative au sommet de la chaîne de commandement. Le second type d'acteur apparaît à Pretoria. Conseiller politique,
analystes commerciaux et stratèges du cabinet se regroupent autour d'un constat simple. L'attente devient un risque opérationnel, les discussions quittent rapidement le registre de l'indignation pour entrer dans celui de l'orientation. Quels secteurs sont exposés ? Quelles dépendances peuvent être réduites rapidement ? Quels partenaires alternatifs peuvent être activés sans délai ? Ce déplacement marque un premier effet concret de la crise. L'agenda n'est plus dicté par la relation bilatérale, mais par la nécessité d'absorber l'incertitude. Un micro-épisode illustre cette transition. Dans une salle de réunion fermée, des écrans diffusent en continu réactions de marché et commentaires médiatiques. Les téléphones vibrent, mais peu d'appels aboutissent. Ce silence, loin de paralyser, accélère la décision interne. L'absence de réponse extérieure devient une information exploitable. Elle indique que la relation ne peut plus être gérée selon les routines habituelles. L'impact précoce n'est donc ni économique ni juridique. Il est cognitif. Les acteurs comprennent que la stabilité proclamée reposait sur des mécanismes plus fragiles qu'attendus. Le véritable effet immédiat tient en une idée. Attendre cesse d'être une option viable. Avant le message, la relation bilatérale suit une trajectoire familière. Les canaux sont ouverts, les routines diplomatiques fonctionnent et les désaccords bien réels sont contenus par des procédures éprouvées. Les échanges avancent à un rythme prévisible, soutenu par des cadres juridiques et des garanties implicites. Dans ce contexte, la stabilité n'est pas synonyme d'harmonie parfaite, mais d'une capacité partagée à absorber les tensions sans rupture visible. Puis vient la bascule. En une phrase projetée dans l'espace numérique, sans préavis ni cadre explicatif, une continuité de plusieurs décennies est suspendue. Le déclenchement n'est pas progressif, il est instantané. Ce qui surprend n'est pas seulement la décision, mais sa forme abrupte, dépourvue d'amortisseurs institutionnels. L'événement échappe immédiatement au circuit classique de gestion de crise et impose son propre tempo. Les premières minutes sont dominées par la stupeur. Les ambassades encore éveillées reçoivent l'information sans contexte. À Washington, les administrations cherchent une instruction qui ne vient pas. Les écrans sont rafraîchis, les téléphones circulent, mais aucune ligne directrice n'apparaît. Cette absence agit comme un multiplicateur. Ce qui aurait pu rester un signal politique circonscrit devient un choc systémique, précisément parce que personne ne le reprend en main. Le tempo politique prend de l'avance sur le tempo administratif. Très vite, la propagation commence. À mesure que les fuseaux horaires basculent vers le jour, les marchés deviennent le premier baromètre. Les opérateurs réévaluent le risque, les analystes publient des notes prudentes et les rédactions s'emparent du récit. Chaque heure sans clarification alimente une lecture nouvelle. Les hypothèses remplacent les faits et ces hypothèses commencent déjà à structurer des décisions réelles. Dans ce vide, l'événement cesse d'appartenir à son auteur. Il devient collectif, interprété, amplifié, transformé. Le point culminant survient lorsque Pretoria cesse d'attendre. La crise change alors de nature. Elle n'est plus un acte unilatéral observé passivement, mais une rupture assumée des deux côtés. Les responsables comprennent que la réponse ne peut pas être technique. Elle doit être politique et surtout rapide. Les réunions d'urgence s'enchaînent. Les dégâts immédiats sont évalués, mais un autre fil apparaît. Comment gérer la fin possible d'une ère diplomatique plutôt que sa simple réparation ? C'est à ce moment que les répliques s'organisent. Des appels discrets partent vers d'autres capitales. Pékin, Moscou, New Delhi ou Brasilia apparaissent comme des interlocuteurs potentiels, non par opportunisme, mais par nécessité. Le geste initial cesse d'être une sanction isolée. Il devient un catalyseur involontaire. En quelques heures, des options qui auraient pris des années à mûrir entrent dans le champ du possible. Dans d'autres régions, l'épisode est lu comme un précédent. Pour des dirigeants attentifs à ces signaux, dont Ibrahim Traoré, la séquence fonctionne comme une démonstration en temps réel. Si une relation réputée stable peut être suspendue par impulsion, alors la diversification stratégique cesse d'être théorique. Elle devient une urgence opérationnelle. Le passage d'un état de référence stable à une zone d'incertitude produit des écarts mesurables presque immédiatement. La première donnée structurante tient à la vitesse de ces écarts, plus qu'à leur ampleur ponctuelle. Avant le message, l'environnement économique et diplomatique
repose sur des anticipations relativement cohérentes. Après, un delta apparaît en quelques heures, signalant que la perception précède désormais l'action institutionnelle. Un premier indicateur concerne les marchés financiers sud-africains. À l'ouverture des échanges suivant l'annonce, la monnaie nationale recule rapidement. Le mouvement frappe par sa soudaineté. Il intervient avant toute mesure formelle et traduit une perte de confiance anticipée. Le marché ne sanctionne pas une politique appliquée, mais une instabilité projetée. Autrement dit, la crédibilité perçue devient un actif volatile. Cette réaction précoce indique que, dans un contexte accéléré, le silence officiel peut coûter autant qu'une décision défavorable. Un autre indicateur, tout aussi parlant, relève du champ commercial. Le message évoque la suspension potentielle de cadres préférentiels qui structurent une part importante des échanges. Des secteurs exportateurs intégrés à des chaînes de valeur transnationales se retrouvent exposés à une incertitude immédiate. Des centaines de milliers d'emplois dépendent de dispositifs désormais fragilisés. Là encore, l'effet précède l'application. Les entreprises recalculent leurs flux, gèlent certains investissements et accélèrent des discussions alternatives. Le risque n'est pas théorique, il se matérialise dans les projections révisées et les décisions différées. Enfin, un dernier indicateur, plus politique, se situe dans le champ géopolitique et se mesure en temps court. En moins d'une semaine, Pretoria engage des démarches diplomatiques qui, auparavant, auraient nécessité des mois de préparation. Ce réalignement accéléré est commenté par plusieurs observateurs comme un record informel. Il révèle que le coût de l'attente dépasse soudain le coût du changement. Là où l'inertie dominait, la fluidité s'impose. La diplomatie cesse d'être séquentielle pour devenir adaptative. Pris ensemble, ces trois éléments dessinent une séquence inversée. Le marché réagit en premier, le commerce encaisse ensuite, et la diplomatie ajuste sa trajectoire dans un troisième temps. Classiquement, les décisions politiques précèdent les effets économiques. Ici, la dynamique fonctionne à rebours. Une impulsion politique déclenche des réactions autonomes que les institutions tentent seulement de canaliser après coup. Ces données se répondent. La volatilité monétaire nourrit l'inquiétude des entreprises. L'incertitude commerciale accélère la recherche d'alliances alternatives. Le pivot diplomatique renforce en retour la perception d'un éloignement durable. Le cercle n'est pas vicieux par essence, mais il est rapide. Sa vitesse constitue le véritable choc. Dans plusieurs capitales africaines, ces chiffres sont lus avec attention. Ils confirment que la stabilité internationale dépend moins de traités formels que de signaux interprétés en temps réel. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative renforce une conviction centrale. La souveraineté ne se mesure plus seulement en capacité juridique ou militaire, mais en aptitude à absorber des ruptures soudaines sans paralysie économique. Les nombres n'amplifient pas le drame, ils en révèlent la mécanique. Deux interprétations solides s'opposent dans l'analyse de la décision initiale, et chacune mérite d'être examinée sans caricature avant toute conclusion. La première défend une logique de fermeté assumée. Selon ses partisans, agir vite et sans ambiguïté permettrait de restaurer une crédibilité jugée affaiblie. Des partenaires bénéficiant d'aides ou d'accès préférentiels, tout en multipliant les alignements alternatifs, créeraient une incohérence stratégique. La rapidité deviendrait alors une vertu opérationnelle. Elle impose un coût immédiat, réduit les marges de contournement et rappelle que les engagements impliquent des contreparties. Dans cette lecture, l'absence de médiation n'est pas un défaut, mais un signal de clarté. Le message est lisible, difficile à relativiser et potentiellement dissuasif. La seconde interprétation avance une critique tout aussi structurée. Elle considère que transformer une impulsion en politique étrangère crée une instabilité plus coûteuse que les gains espérés. Les marchés, en réagissant avant toute mesure formelle, illustreraient ce risque. La sanction n'est plus ciblée, elle devient diffuse. Les dommages collatéraux touchent des acteurs économiques et sociaux qui ne participent pas au choix diplomatique et affaiblissent la prévisibilité globale. Selon cette approche, la force d'une alliance réside moins dans la capacité à punir que dans la fiabilité des mécanismes de dialogue et de correction. Une décision abrupte
peut produire l'effet inverse de celui recherché en accélérant des réalignements que la pression graduelle aurait contenus. L'arbitrage le plus robuste apparaît lorsqu'on confronte ces deux lectures aux faits observables. La fermeté a bien envoyé un signal, mais ce signal a été interprété comme un aveu de fragilité institutionnelle. La rapidité, censée renforcer l'autorité, a surtout révélé un déficit de coordination. Les effets mesurés montrent que la décision n'a pas recentré la relation. Elle a élargi le champ des alternatives pour la partie visée. Autrement dit, la logique punitive a fonctionné comme un accélérateur de diversification stratégique. Cette conclusion ne repose pas sur un jugement moral, mais sur une chaîne d'événements vérifiables. Réaction immédiate des marchés, inquiétude des secteurs exposés, puis activation rapide de partenaires concurrents. La leçon est précise. La fermeté efficace exige des garde-fous procéduraux, faute de quoi le signal se retourne contre son émetteur. Ce point médian ne correspond ni à une nouvelle annonce, ni à une escalade visible. Il marque un basculement plus discret mais décisif, la perte de centralité des mécanismes institutionnels classiques. À partir de ce moment, la crise n'est plus pilotée par ceux qui l'ont déclenchée, mais par ceux qui l'interprètent le plus vite. Les communiqués tardifs et les tentatives de cadrage arrivent après coup, alors que les décisions réelles ont déjà été prises d'ailleurs. Ce déplacement modifie la lecture globale de l'épisode. Ce qui apparaissait comme une sanction ciblée se transforme en test de résilience systémique. Les acteurs disposant d'options multiples gagnent en latitude, tandis que ceux qui restent dépendants d'une architecture unique découvrent leur vulnérabilité. Le pouvoir ne réside plus dans l'acte initial, mais dans la capacité à absorber le choc sans attendre de clarification extérieure. Dans cette configuration, l'attention se détourne progressivement de la relation bilatérale elle-même pour se concentrer sur ses effets d'entraînement. Les capitales observent comment un État réagit lorsque l'un de ses piliers se dérobe. Pour des dirigeants africains engagés dans des recompositions similaires, dont Ibrahim Traoré, ce moment agit comme un révélateur stratégique. L'enjeu n'est plus d'éviter toute rupture, mais de savoir qui peut transformer une rupture en levier opérationnel. À partir d'ici, le récit change de nature. Il ne s'agit plus d'un affrontement ponctuel, mais d'une redistribution silencieuse des marges de manœuvre. Les effets concrets de la crise apparaissent pleinement lorsqu'on les observe à travers 4 groupes directement concernés, les institutions publiques, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Chacun encaisse le choc différemment, mais tous doivent ajuster leur comportement dans un laps de temps réduit. C'est à ce niveau que la rupture cesse d'être abstraite pour devenir opérationnelle. Pour les institutions publiques, l'impact est d'abord organisationnel. La suspension soudaine de cadres de coopération met en lumière des dépendances souvent sous-estimées. Les administrations doivent envisager des scénarios de continuité sans soutien externe, garanti, parfois du jour au lendemain. Cette situation crée une tension interne durable. Maintenir les services essentiels tout en réévaluant des partenariats structurants. Le coût principal n'est pas immédiatement budgétaire, mais stratégique. L'État comprend que sa stabilité dépend désormais de sa capacité à fonctionner lorsque les règles implicites cessent de s'appliquer. Du côté des entreprises, l'effet est rapide et mesurable. Les secteurs tournés vers l'exportation révisent leurs projections. Les chaînes d'approvisionnement construites autour d'un accès prévisible aux marchés occidentaux deviennent soudain vulnérables. Cette incertitude pousse les directions à accélérer des décisions longtemps différées, diversification des débouchés, relocalisation partielle, recherche de financements alternatifs. Le mouvement n'est pas idéologique, il est défensif. Les entreprises changent de cap pour réduire une exposition devenue trop risquée. Pour les citoyens, la conséquence est plus diffuse, mais tout aussi structurante. La crise rend tangible une réalité souvent perçue comme lointaine, la dépendance aux choix extérieurs. Des débats émergent dans les universités, les médias et les lieux de travail. Que signifie fonder des politiques sociales, éducatives ou sanitaires sur des partenariats révocables sans préavis ? Cette prise de conscience nourrit à la fois l'inquiétude
et une demande accrue de souveraineté fonctionnelle. Il ne s'agit pas d'un rejet immédiat des alliances, mais d'une révision des attentes envers l'État. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode agit comme un signal observé avec attention. Plusieurs capitales africaines constatent que le pays visé ne s'effondre pas, mais ajuste sa trajectoire. Cette observation alimente une réflexion collective sur les marges de manœuvre possibles face aux grandes puissances. Des discussions sur la coopération sud-sud, les mécanismes financiers alternatifs et la coordination politique gagnent en légitimité. Pour des dirigeants engagés dans ces recompositions, parmi lesquels Ibrahim Traoré, la séquence confirme qu'un précédent vient d'être posé. La dépendance peut être renégociée lorsque la fragilité du partenaire dominant devient visible. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation plus large. La crise ne redistribue pas seulement des avantages, elle modifie les calculs. Chaque groupe apprend à fonctionner dans un environnement où la prévisibilité n'est plus acquise. Ce n'est pas l'effondrement qui marque cette phase, mais l'adaptation rapide. Et c'est précisément cette capacité d'ajustement inégale selon les acteurs qui pèsera sur la suite de la trajectoire. À moyen terme, l'épisode ouvre 3 trajectoires plausibles. Elle ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à cartographier des dynamiques déjà enclenchées selon la manière dont les acteurs gèrent le tempo, la communication et la diversification. La variable déterminante n'est pas l'intention initiale, mais la capacité à reprendre le contrôle du rythme après la rupture, dans une trajectoire de référence et celui d'une stabilisation discontinue. Dans cette trajectoire, les canaux institutionnels finissent par se réactiver sans effacer la cassure initiale. Des messages correctifs apparaissent, des échanges techniques reprennent et les marchés se calment progressivement. Toutefois, la relation reste marquée par une ambiguïté durable. Les partenaires apprennent à fonctionner avec des garde-fous supplémentaires, conscients que la prévisibilité a reculé. La gestion du risque devient permanente et la stabilité repose moins sur la confiance que sur des mécanismes de protection. Dans une version plus favorable suppose une réorientation constructive. Ici, la crise agit comme un accélérateur de rééquilibrage. Le pays touché consolide des partenariats alternatifs tout en négociant, en parallèle, une base relationnelle renouvelée avec son partenaire initial. L'incident sert de levier pour exiger des procédures plus claires, des canaux d'alerte et des délais de médiation. Les institutions apprennent de l'épisode et réintroduisent des filtres, capables d'absorber l'impulsion. Cette voie demande une capacité politique rare, reconnaître les limites de la décision initiale sans perdre la face et transformer un choc symbolique en amélioration structurelle. A l'inverse, dans une hypothèse plus difficile, est celui d'une fragmentation durable. Dans cette hypothèse, l'absence de réparation crédible entraîne une succession de mesures défensives. Les flux commerciaux se redessinent, les normes réglementaires divergent et l'alignement stratégique bascule progressivement vers d'autres blocs. Chaque décision vise à réduire une vulnérabilité immédiate, mais l'accumulation produit une recomposition profonde. La distance s'institutionnalise sans escalade spectaculaire, par simple addition de choix prudents. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Aucune ne ramène le système à son état antérieur. La différence tient au degré de maîtrise du tempo. Si la communication est réintroduite tôt, l'inertie peut amortir le choc. Si le silence persiste, l'adaptation se fait par contournement. La recommandation intellectuelle est simple. Dans un environnement où la vitesse compte autant que l'intention, la résilience dépend de la capacité à ralentir le moment critique, sans nier la nécessité d'agir. Pour mesurer la portée humaine de la crise, il faut quitter les salles de décision et observer 3 cercles d'impact où les conséquences se traduisent en perception concrète et en ajustement quotidien. À ce niveau, l'événement cesse d'être un débat d'experts pour devenir une expérience vécue, parfois diffuse, mais durable. D'abord, un premier cercle touche les citoyens directement concernés. La rupture transforme un sujet lointain en réalité tangible. La diplomatie cesse d'être abstraite lorsque des programmes publics, des emplois ou des services essentiels apparaissent dépendants d'un geste extérieur imprévisible. Cette prise de conscience n'entraîne pas une panique immédiate,
mais installe une vigilance nouvelle. Les attentes envers l'État évoluent, la protection ne se limite plus à la sécurité, elle inclut la continuité face à l'incertitude et la capacité à amortir des chocs venus de l'extérieur. Ensuite, un deuxième cercle concerne les diasporas. Présentes dans plusieurs centres économiques mondiaux, elles vivent la séquence comme un miroir de leur propre trajectoire. Les échanges se multiplient sur la solidité des projets de vie construits dans un environnement présenté comme stable. La question n'est pas idéologique, elle est pratique. Comment planifier un avenir lorsque des équilibres réputés durables peuvent se déplacer en quelques heures ? Ces discussions, souvent discrètes, nourrissent une réflexion transnationale sur la dépendance et l'autonomie. Enfin, un troisième cercle touche les publics internationaux. Voir un système diplomatique vaciller sous l'effet d'une impulsion numérique crée un malaise diffus. La prévisibilité, longtemps perçue comme un acquis, apparaît soudain comme le produit fragile de routines invisibles. Cette perception modifie l'évaluation de la puissance, moins par sa force déclarée que par sa capacité à éviter les ruptures non maîtrisées. Pour des observateurs attentifs, y compris des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, cet impact humain révèle une donnée clé. La stabilité n'est plus un décor fixe, mais une construction à entretenir en permanence. Face à une rupture qui dépasse l'incident ponctuel, une réponse efficace repose sur une architecture d'action graduée, mesurable et coordonnée. L'objectif n'est pas d'effacer le choc, mais d'en limiter les effets systémiques tout en renforçant la capacité d'adaptation à moyen terme. 5 leviers apparaissent comme structurants. D'abord, il faut rétablir des garde-fous institutionnels. Il s'agit de créer des mécanismes de réponse rapide capables de produire, dans les premières heures, une position lisible et cohérente. Concrètement, ce levier mobilise exécutif et administration centrale immédiatement après un signal de rupture. Son efficacité se mesure par le délai de publication d'un message officiel et par la cohérence interagence. Il vise à combler le vide interprétatif qui amplifie les crises. Ensuite vient la diversification stratégique. Réduire les dépendances asymétriques implique de multiplier partenaires commerciaux, financiers et technologiques. Cette démarche mobilise ministères économiques et entreprises publiques clés dans les semaines suivant l'incident. Elle se mesure par la part des échanges couverts par des accords alternatifs. L'objectif n'est pas l'alignement idéologique, mais l'assurance opérationnelle. Il faut aussi renforcer la souveraineté fonctionnelle. Investir dans les secteurs critiques permet d'absorber l'arrêt soudain d'un soutien extérieur. Ce levier s'inscrit sur plusieurs mois et se mesure par la continuité des services essentiels malgré des chocs externes. Cette logique est visible dans les stratégies défendues par des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, pour qui l'autonomie opérationnelle conditionne la marge diplomatique. Par ailleurs, un levier régional s'impose. Une coordination entre États exposés aux mêmes risques crée une masse critique politique. Enfin, il devient essentiel d'institutionnaliser le dialogue préventif. Anticiper vaut plus que réparer. Ensemble, ces axes transforment une réaction défensive en résilience structurelle. Lorsque l'on revient à la scène inaugurale, celle d'un message apparu dans le silence de la nuit, le sens de l'épisode devient plus lisible. Ce qui a vacillé n'est pas seulement une relation diplomatique particulière, mais une croyance largement partagée. L'idée que les grandes architectures internationales se maintiennent par leur seule inertie. Les écrans allumés sans réponse, les téléphones restés muets, les dossiers ouverts sans consigne, composent l'image d'un monde où la stabilité ne tient plus par habitude, mais par vigilance active. Ce moment résonne bien au-delà du cas observé. Dans plusieurs capitales, notamment en Afrique, la séquence est lue comme un miroir. Elle montre que la prévisibilité n'est jamais acquise et que l'autonomie ne relève plus du discours mais de la préparation concrète. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette crise ne se lit pas comme une anomalie isolée mais comme une confirmation stratégique. Attendre une clarification extérieure peut devenir un risque politique en soi. L'émotion ne naît pas de la rupture elle-même, mais de la clarté qu'elle impose. Un geste bref a suffi à révéler des fragilités longtemps masquées par les routines. La leçon
sobre traverse tout le récit. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Elle n'appelle ni à l'isolement, ni à la confrontation, mais à une lucidité nouvelle dans un monde accéléré, où comprendre avant de subir devient un acte de pouvoir. Au terme de cette séquence, l'essentiel n'est pas de désigner un vainqueur ou un responsable, mais de reconnaître ce que cet épisode révèle sur la période actuelle. Un monde où l'impulsion peut précéder la procédure oblige États, entreprises et citoyens à revoir leurs réflexes. La stabilité n'est plus un décor fixe garanti par l'habitude. Elle devient une construction active, entretenue par l'attention, la préparation et la capacité à réagir avant que le silence ne s'installe. Cette lecture invite à dépasser la réaction immédiate pour entrer dans une compréhension plus large. Comment interpréter les signaux faibles avant qu'ils ne se transforment en choc ouvert? Comment bâtir des relations suffisamment souples pour absorber l'imprévu sans rompre? Ces questions dépassent largement le cas analysé. Elles concernent toutes les sociétés engagées dans des systèmes interdépendants, où des décisions lointaines produisent des effets très proches. Pour des observateurs attentifs et pour des dirigeants confrontés à ces recompositions, parmi lesquels Ibrahim Traoré, l'enjeu est désormais clair: apprendre à gouverner dans un environnement où la vitesse compte autant que la règle. La réflexion ne s'arrête pas ici, elle gagne à être discutée, nuancée, enrichie. Partager un point de vue différent, soulever un angle oublié, ou poser une question contribue à renforcer l'intelligence collective face aux ruptures à venir.